La question naturelle, c'est-à-dire l'écologie, prendra de plus en plus de place en raison de la prise de conscience globale des individus, d'une plus grande partie des individus, des conséquences non voulues, non désirées, des activités industrielles, de nos modes de vie et leurs responsabilités, enfin, les conséquences de ces activités sur la nature, la dégradation des écosystèmes, etc. Mais c'est aussi parce que cette question sera importante, parce que nous changeons un petit peu de modèle de réflexion dans la mesure où, par exemple, chez Hobbes, la nature était géante, était une géante, comme dit Bertrand Jouvenel, et l'homme le prolétaire de la création qui devait travailler beaucoup pour la conquérir. Or, aujourd'hui, elle est pensée comme fragile et la biosphère comme étant finie, et ça change beaucoup de choses. Enfin, il y a aussi la prise de conscience de nos difficultés à résoudre la crise environnementale. Et en ce sens-là, l'écologie dérange la philosophie et la politique avec l'idée que justement, il faut peut-être se poser la question suivante: quelle éthique et quelle transformation de la démocratie peuvent rendre possible la prise en compte de l'écologie dans nos vies, afin justement que l'écologie ne soit pas toujours seconde ou secondarisée, et comment le faire en respectant les valeurs chères au libéralisme politique, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, et comment penser les tensions entre le droit de chacun à choisir son mode de vie et les impératifs écologiques, et même comment concilier certaines valeurs du multiculturalisme et la défense, la protection de la biodiversité. Alors cette distinction est celle de Anne Nars dans un article du début des années 70, et il parlait d'écologie superficielle pour désigner une préoccupation concernant la dégradation des ressources, préoccupation qui était liée en fait à une préoccupation pour le maintien de son style de vie. Autrement dit, l'écologie était superficielle parce qu'elle était considérée comme une crise qui arrivait à un certain moment et qui menaçait les styles de vie. L'écologie profonde, par contraste, c'était l'idée de considérer, de remettre en question peut-être cette image de l'homme comme un empire dans un empire qui est dans un environnement. Donc il y avait même une critique de la notion d'environnement. Et c'était surtout une interrogation sur les styles de vie, donc le volet culturel, voire ontologique, donc comment penser notre rapport à la nature et aux autres espèces, et comment penser notre manière d'habiter la nature. Et c'était aussi une réflexion sur ce qu'on a appelé l'écologie politique, c'est-à-dire sur la manière dont des politiques publiques peuvent prendre en compte ces impératifs écologiques. Mais l'écologie profonde a été fustigée en partie par Luc Ferry, et parce que si vous voulez, c'est vrai qu'elle pourrait faire accroire que l'on va fonder une politique sur des normes écologiques qui sont loin d'être universelles et encore loin d'être reconnues comme universelles. Je prends par exemple l'une des normes dont Anne Nars fait la liste, c'est-à-dire la réduction de la natalité. On voit bien que c'est problématique. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, tout en soulignant l'apport des écologistes profonds dans les critiques qu'ils adressent à l'éthique et à la politique classique, j'en souligne les limites et invite non pas à fonder la politique sur l'écologie, mais à justement répondre à la question écologique en complétant le libéralisme et en pensant une philosophie du sujet peut-être enrichie, en tout cas distincte de celle qui est au fondement du contractualisme sous sa forme actuelle, où le fondement du droit naturel, c'est l'agent moral individuel qui use de tout ce qui est bon pour sa conservation et où ne sont pas tellement pris en compte les intérêts des générations futures et des autres espèces. D'abord, il y a deux choses. La crise environnementale n'est pas seulement une crise des ressources, la dégradation des ressources. Elle nous invite, je crois, à prendre la mesure de l'organisation sociale et politique qui est la nôtre et de certains modèles de développement qui sont peut-être essoufflés, ce qui ne veut pas dire qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais pour répondre plus précisément à cette question du caractère transversal de l'écologie, c'est vrai que les intérêts, il y a une tension
tension, si vous voulez, entre la démocratie représentative qui sert les intérêts présents et des hommes présents, les intérêts immédiats, le pouvoir d'achat, et l'écologie, où les questions sont parfois invisibles, la pollution n'est pas toujours visible à une vue, où les effets se voient sur plusieurs générations, et donc il faut construire un concept de responsabilité qui puisse prendre la mesure des effets invisibles de nos technologies, nos modes d'être sur la nature, etc. Donc on voit bien que pour penser cela, il faut des outils théoriques et peut-être des instances délibératives qui permettent, si vous voulez, de contrebalancer le présentisme auquel quand même est toujours liée la démocratie représentative. Alors le gouvernement d'experts, c'est effectivement un écueil parce que l'enjeu, le défi, est sans doute de répondre aux défis écologiques par plus de démocratie et non par moins de démocratie. Et répondre par plus de démocratie, ça veut dire penser à la délibération, qui délibère et comment délibérer dans une société où un certain nombre de problèmes exigent que les données de la science entrent dans la composition du politique. Mais évidemment, en disant cela, je ne veux pas dire qu'il faille fonder une politique sur la science, et au contraire, il faut sans doute séparer les scientifiques qui sont là pour, comme disait Bruno Latour, introduire de la perplexité dans notre monde, mais en tout cas dont le travail n'est pas d'émettre des recommandations, moi c'est pas le travail immédiat, et les politiques qui, eux, tranchent, décident et s'interrogent sur la compatibilité ou pas de telle ou telle exigence écologique avec ce qui existe déjà, avec le contexte géographique, local, les traditions, etc. Donc là, je crois que le gouvernement d'experts, c'est vraiment une mauvaise solution et cela n'empêche pas de repenser le rapport science-société et de s'interroger sur la manière dont les données des sciences peuvent être prises en compte par les représentants politiques qui ne peuvent pas tout connaître et qui ne peuvent pas non plus s'improviser scientifiques sur le nucléaire, les nanotechnologies, les techniques les pratiques médicales, les biotechnologies et les questions écologiques qui supposent des connaissances des terrains géographiques, etc. Bon, c'est des choses tellement complexes qu'il faut bien le confier à un certain nombre de gens. Mais ça ne veut pas dire que les experts seront comme ça auditionnés seulement, avec ensuite on ne garde que les résultats. Je crois qu'il y a une réflexion très profonde à faire sur aussi ce qu'est un travail transdisciplinaire, quel est, vous voyez, il y a tout ça. Et ensuite, la démocratie d'experts ne serait pas une solution parce que je crois que la réponse aux défis des techniques et en plus aux défis écologiques, eh bien, c'est plus de participation et donc l'émergence d'un public informé et donc la création de circuits de communication et d'échange qui permettent aussi de diffuser l'ensemble des connaissances sur ces données qui entrent, pour parler comme Latour, dans la composition du politique, même si on ne les fait pas tout entrer, hein, même si on essaie de concilier ce qui est acceptable ou pas. Alors ça, c'est la question la plus importante, je crois. Alors moi, je dirais, plus que concilier d'abord écologie et humanisme, il me semble que l'écologie ne peut être prise vraiment au sérieux qu'au sein d'un humanisme rénové. C'est-à-dire qu'au lieu de fonder la politique sur une écologie ou une plateforme de normes écologiques non reconnues par tous, eh bien l'écologie, quand on voit ce que la crise écologique met au jour et qui ne concerne pas seulement les ressources, alors la construction rigoureuse d'un concept de responsabilité qui peut prendre en charge cette crise, eh bien, et qui suppose une réflexion, une philosophie du sujet enrichie, eh bien, c'est vraiment, ça veut dire que l'écologie est à la fois première parce qu'elle souligne les limites de nos outils, de catégories éthiques, de nos catégories politiques, et en même temps elle est dernière parce que cette construction d'un concept rigoureux de responsabilité, c'est vraiment la réflexion sur le droit du droit, c'est-à-dire au nom de quoi les hommes
avec quelle catégorie, avec quelle conception du monde, de leur rapport aux autres espèces, de leur manière d'habiter la Terre, au nom de quoi l'homme s'arroge le droit d'utiliser telle ou telle ressource comme cela. Et donc là, c'est au sein d'un humanisme rénové qu'elle peut être prise en charge, et donc c'est plus même qu'une conciliation. Quant au libéralisme, eh bien, là, la question, c'est de savoir quel libéralisme, de quel libéralisme on parle. Alors, le libéralisme auquel on peut être habitué, si on suit la tradition de John Stuart Mill, c'est un libéralisme où la limite la raison de l'intervention de l'État ou de la force coercitive de la loi, c'est quand je cause un dommage réel à autrui. Pas seulement une offense, mais un dommage réel. Et donc, j'ai droit à une vie privée et l'État n'a pas à se mêler de la morale. Et ça, c'est très précieux parce que ça nous préserve de la contrebande contaminante de jugements moralisateurs en politique ou du paternalisme politique. Et c'est très important donc, pour le domaine des mœurs. Mais quand on s'interroge à l'impact des technologies, des pratiques médicales et nanotechnologies, à la question des risques sanitaires environnementaux et même à ce que disent de nous nos usages des vivants et de la Terre, alors on est bien obligé d'articuler le droit et la morale autrement. En tout cas, de les articuler. Maintenant, comment? Est-ce que c'est en fondant une politique sur la vision d'un groupe, donc en retombant dans le paternalisme? Sûrement pas. Alors moi, j'avais proposé en bioéthique une sorte de méthodologie pour mesurer l'impact des technologies sur le sens des institutions et mesurer leur compatibilité ou leur incompatibilité avec ce sens des institutions. Sur l'écologie, c'est encore plus compliqué. Parce que là, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de réflexion qui mettent au jour les positions ontologiques de chacun, ses valeurs au sens fort du terme. Et ça ne veut pas dire que les valeurs seront le support du politique, mais en tout cas, c'est ce qui sera le point de départ de la discussion, pour faire émerger des normes pouvant être reconnues comme valides, pour parler comme Habermas. Donc là, on a quelque chose de plus complexe, mais en tout cas, croire qu'on peut s'en tenir à une séparation radicale de la morale et du droit, croire que l'on peut s'en tenir au libéralisme, qui finalement est un peu un libéralisme libertaire, eh bien, c'est une illusion. Et chasser par la porte ces positions ontologiques qui sous-tendent la plupart de nos positions idéologiques, si je puis dire, reviendront par la fenêtre de manière masquée. Donc je crois que là, ça veut dire que les passions politiques doivent changer. Et c'est vrai que les questions écologiques, avec leurs enjeux globaux, sont difficilement mesurées à l'aune d'oppositions comme progressisme et conservatisme. Donc vous voyez, là, c'est ça en fait, l'écologie est vraiment un défi. Et pour le philosophe, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y a plus finalement de questions que de réponses, et pour les politistes. Alors l'éthique de la vulnérabilité, c'est un petit peu la philosophie du sujet que j'avais imaginé quand j'avais travaillé en éthique médicale, notamment en pensant à l'accompagnement des personnes souffrant de maladies dégénératives du système nerveux. Mais c'est plus profondément que ça, c'est la construction d'un concept de responsabilité où justement la responsabilité prime peut-être sur la définition de la liberté comme capacité à faire des choix et en changer. Donc c'est vraiment une réflexion sur l'armature conceptuelle qui est derrière les philosophies du contrat social, derrière le libéralisme politique, en tout cas chez les auteurs comme Benjamin Constant et tout ça. Et moi, je cherche à procurer une autre philosophie du sujet, peut-être pour un autre libéralisme. Et donc l'éthique de la vulnérabilité, avec ces trois catégories phares, vulnérabilité, autonomie, responsabilité, en est la proposition.